Il a 150 ans d'avance sur l'ONU. Bonjour Philippe Prince d'Araucanie. Bonjour monsieur. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ainsi. Bien. Vous pouvez nous parler d'Antoine Ier, puisque quand vous dites qu'il a 150 ans d'avance sur l'ONU, vous parlez d'Antoine Ier. C'était un Français roturier et vous êtes le 6e souverain de ce royaume qui est à cheval entre le Chili et l'Argentine. En quoi Antoine Ier était un visionnaire ? Alors c'était un visionnaire pour deux raisons. D'abord, il regrettait l'absence de présence française sur le continent américain. On avait perdu le Canada, on avait vendu la Floride. Donc, premier point, en tant que citoyen français, il déplorait que la France soit absente du continent américain. Ça, c'était une vision sur le passé, mais qui était d'avenir, puisqu'il avait commencé à appeler ce royaume, lorsqu'il a été élu dans de grandes assemblées populaires, il était élu souverain, il avait commencé par l'appeler ou Nouvelle-France, royaume d'Araucanie-Patagonie ou Nouvelle-France. Et je crois qu'il était en avance sur son temps dans la mesure où il pressentait qu'il y aurait un jour une résurgence de l'esprit d'autonomie des peuples indiens qui ont été si longtemps soumis, et plus spécialement de l'Araucanie, puisque c'était le seul peuple qui n'avait pas été soumis par la concurrence espagnole. Le récit de sa résistance est d'ailleurs le seul poème épique de langue espagnole de Alonso de Ercilla, qui s'appelle La Araucanía, qui a été traduit par Voltaire, qui voyait justement l'image d'un peuple qui veut être indépendant et libre. Il voulait donc effectivement l'autodétermination pour ces peuples-là. Alors, ces indigènes, vous le disiez, sont depuis déjà quelque temps sur le devant de la scène médiatique, notamment depuis qu'Evo Morales est devenu président de la Bolivie. Alors dimanche, il y a le premier tour de la présidentielle chilienne. On va retrouver Natalia Olivares en direct de Santiago. Bonjour Natalia. Bonjour Laurent. Où est-ce que vous êtes exactement à Santiago ? Alors, je me trouve ici en plein centre de Santiago, effectivement. Alors, justement, on célèbre le jour des droits de l'homme ici, et il y a des centaines de personnes qui sont venues justement soutenir la cause des Mapuches. Alors, les Mapuches, ce sont ces Indiens autochtones qui sont donc entre Chili et Argentine. Ils sont combien aujourd'hui, Prince Philippe ? On peut considérer entre Chili et Argentine 1,5 million. 1,5 million de personnes. Est-ce qu'ils ont des revendications et quelles sont leurs revendications, Natalia ? Alors effectivement, ils sont venus faire part de leurs revendications. Alors comme vous le disiez, ils veulent qu'on leur rende leur terre millénaire, mais ils sont aussi venus exiger la fin des violences policières. Il faut dire qu'on assiste à une spirale de violence ici au Chili ces derniers mois entre les Mapuches et les autorités. On peut rappeler par exemple les dernières violences en date. Ça s'est passé au mois d'octobre lors d'une manifestation donc dans le sud, la région d'Araucanía justement, où des enfants ont été touchés par des tirs policiers, ce qui a fait un énorme bruit ici au Chili. On parlait des revendications, ça a à voir justement avec les violences. Une revendication de taille, ils demandent à ne plus être soumis à la loi antiterroriste. C'est cette loi qui a été créée par le régime d'Augusto Pinochet contre les opposants. Il faut dire qu'aujourd'hui, elle est toujours en vigueur dans la constitution chilienne. Natalia, on va demander au prince Philippe, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les Mapuches sont comme ça une monnaie électorale ? Oui, ils sont une monnaie électorale parce qu'ils votent, n'est-ce pas ? Et ils constituent donc un pourcentage non négligeable. Donc, les partis politiques ont toujours tenté de les séduire et n'ont jamais manqué de les décevoir. Une chose qu'il faut dire, c'est que j'ai noté ce que votre correspondante disait, c'est à propos de la loi antiterroriste. On leur applique une loi antiterroriste. Ces gens-là ne sont pas du tout des terroristes. Ce sont des autonomistes. Et pour moi qui ai vécu cette époque, je me souviens très bien de l'époque où on appelait les résistants, les Allemands appelaient les résistants français des terroristes. J'ai été un terroriste. Alors le mot est vite employé, n'est-ce pas, quand on veut se débarrasser de gens. Natalia, aujourd'hui, quel est le candidat qui récupérerait le plus les Mapuches ? Ou comment est-ce qu'ils sont placés dans cette campagne ? C'est une question que vous soulevez assez intéressante, justement, parce qu'il y a plusieurs études qui disent que paradoxalement les Mapuches auraient un vote plutôt tendance à droite, mais c'est des estimations qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Mais je voulais quand même dire qu'on est donc en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, c'est la fin de cette campagne électorale, ce jeudi, et il n'y a pas vraiment de proposition des candidats, que ce soit les candidats de gauche ou de centre-gauche ou celui de droite. Ce sont des propositions assez vagues. Et donc voilà, donc c'est vrai que le sujet du vote mapuche est assez intéressant à traiter, parce que ça peut paraître paradoxal, justement. Merci beaucoup, Natalia. Prince Philippe, est-ce que ces Mapuches, ces indigènes, ont une chance de récupérer leurs terres ?
Il ne faut jamais désespérer de rien. Et il y a quantité de territoires qui étaient dans des situations similaires et qui retrouvent à la fois une autonomie et même une reconnaissance. Vous avez une organisation qui s'appelle l'UNPO, qui est un espèce de pendant de l'ONU, qui regroupe ce qu'on appelle les peuples non reconnus, dans lequel d'ailleurs le peuple mapuche est représenté. Et depuis la fondation de l'UNPO, il y a 5 petites nations qui n'étaient pas reconnues et qui l'ont été à la suite d'actions très voisines de cette réclamation de l'autonomie de la part des Mapuches. Moi, je peux vous dire que je suis allé en 1989 au Chili, où la situation était quand même beaucoup moins tendue, quoi que ce fût du temps de Pinochet, et que tout le temps que j'y suis resté, j'étais suivi par 2 voitures de police en permanence. Oui, donc elle n'était pas tendue de la même façon. Mais pas tendue de la même façon. Et il y a eu entre-temps, disons il y a 20 ans de ça, donc une conscientisation très importante des populations mapuches relative à la réclamation de leur autonomie. Je me souviens très bien que quand j'avais assisté à une grande réunion à Temuco à laquelle participaient de nombreux leaders, ils m'avaient posé la question: qu'est-ce que vous pensez de notre indépendance? Et moi-même, je leur avais dit à l'époque, ne demandez pas l'indépendance, parlez d'autonomie. Autonomie à la manière de la Catalogne ou du Pays Basque en Espagne, qui restent dans le pays, mais qui ont leur autonomie politique. D'autant plus difficile certainement à acquérir que, vous me disiez, il y a des terres viticoles très importantes, de gros propriétaires terriens, et puis il y a également une manne économique très importante qui est... Ce sont des régions riches du Chili, c'est plus le centre et le sud que le nord qui sont riches. Quand on remonte vers le désert de l'Atacama, ça devient un peu plus aride. Et il est évident que si la France avait bien voulu entendre les propositions et les appels d'Aurélie-Antoine de Tounens lorsqu'il a fondé ce royaume, qui a quand même duré 7 ans, il a été 7 ans sur le territoire du royaume, si on l'avait mieux entendu, peut-être qu'à la place des colons allemands qui sont très nombreux en Araucanie, on aurait eu des colons français et la terre aurait été d'influence française. Parce que l'initiative d'Aurélie-Antoine et la conscience que les Mapuches avaient pris à l'époque de l'opportunité de se constituer en nation moderne pour pouvoir justement accéder à une égalité avec les autres républiques créoles d'Amérique du Sud, eh bien, il est sûr que si on l'avait écouté, on ne parlera même pas d'autonomie, il serait indépendant. Vous avez été choisi en 1951 pour succéder à votre prédécesseur. Jacques-Antoine III, oui. Quelle a été la décision la plus importante de votre règne pour l'instant? Je crois que ça n'a pas été d'accepter, parce que si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais avec autant d'assurance. Encore que je me suis vraiment maintenant passionné pour le malheur de ces populations. C'est lamentable. Enfin, j'entendais votre correspondante parler tout à l'heure des violences policières. Au mois de juillet dernier, un garçon de 23 ans, père de petits-enfants, a été tué par des carabiniers dans des conditions évidentes d'assassinat. On lui a tiré dans le dos. La Lonco, c'est-à-dire une responsable politique mapuche, Juana Calfunao, a été emprisonnée longuement. Pourtant, elle avait représenté les Mapuches aux Nations Unies à Genève. On est rentré chez elle de force en cassant la porte, on a mis le feu à la maison, elle était enceinte, elle a été brutalisée, elle a fait une fausse couche, on a arrêté son mari et son frère. Enfin, il y a un espèce de voile pudique qui tombe sur ces exactions incroyables, et je suis très étonné que, alors que dans n'importe quel autre pays, il y aurait la moitié de ce qui se passe actuellement au Chili, toutes les presses du monde entier s'indigneraient la main sur le cœur et la démocratie en bandoulière. Et on en parle en tous les cas à TV5 Monde. Philippe Boiry, Prince Philippe, vous avez dépassé les 80 ans. Oui. Quelle est la vision de l'avenir et comment choisirez-vous votre successeur? Alors, ma vision d'avenir, c'est d'avoir une fin de vie paisible. Mais la succession est organisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Disons qu'il y a un conseil de régence qui est d'ores et déjà en place, prêt à fonctionner. Et il fonctionnera plutôt avec des Mapuches ou avec des gens de France? L'ensemble de mon conseil est majoritairement composé de Mapuches. Donc vous donnerez la voix aux indigènes?
Oui, mais sans doute pas la succession. Ils sont bien tombés d'accord là-dessus. Une des faiblesses du peuple mapuche, c'est une division perpétuelle, beaucoup d'individualisme qui se manifeste de la part de petits leaders. Et le fait que la Maison royale d'Araucanie ait été étrangère lui confère une autorité qu'un Mapuche n'aurait pas. Merci beaucoup, Prince Philippe Boary d'Araucanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous suivrons donc l'évolution pour le peuple mapuche de près. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de vous y intéresser.